Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, je vous amène à la rencontre du tout premier producteur français de café. Et oui, vous avez bien entendu, c'est ici dans les Pyrénées-Orientales. Et puis nous irons à Lyon voir une initiative vraiment très sympa qui mêle agriculture et rugby. Top départ pour cette nouvelle émission Power Boost. Eh bien mes petits Power Boosters, on se retrouve pour un nouvel épisode cette semaine avec moult sujets atypiques. Tout d'abord, Jean-Paul a rendu visite à un producteur de thé et café 100% français et vous allez être méga calés sur cette culture. Et pour les amoureux du sport, on fait un point sur un événement récent qui tisse des liens plus évidents qu'il n'y paraît entre le machinisme agricole et le rugby. Pas une minute à perdre, je lance le top départ et on se retrouve dans quelques instants. Tchuss. Vous allez voir, c'est le tout premier producteur de café ici en France et il fait aussi du thé. On va aller à la rencontre de Jean-Marc Sanchez qui est un véritable pionnier. Salut Jean-Marc. Bonjour. Alors Jean-Marc, je suis vraiment très heureux d'être ici parce que tu es le premier producteur de café et de thé, on va dire ici, avec un modèle économique qui est vraiment intéressant. D'où est partie l'idée de produire du thé et du café ici, dans les Pyrénées-Orientales? Alors moi je suis d'une famille de viticulteurs, donc le voir pousser le fruit, puis le transformer et le déguster à la fin, c'est quand même, j'allais dire, une petite vocation. Et puis j'avais déjà aussi travaillé à Toulouse avec des magasins de café et de thé, et l'envie d'être acteur dans la production, l'envie de maîtriser de la plante à la tasse, et puis d'avoir un terroir et revenir aussi sur le terroir de mes origines, puisque ma mère et mes grands-parents sont catalans. Et le déclic, c'est pendant la période du confinement? Ben oui, tout à fait, le temps de réfléchir un peu, puis de ne pas pouvoir voyager aussi, de pas pouvoir aller voir les produits que tu commercialises. Donc voilà, et en fait l'envie de produire localement. Oui, mais il faut être un peu fou pour aller se lancer ici en France, être le premier producteur de café justement. Alors de café, oui, fou, je sais pas, un petit peu d'inconscience quand même, c'est vrai. Mais bon, après, c'est vraiment une envie, c'est une passion, et puis c'est une boisson que j'adore. Après, on a essayé de rationaliser en essayant de comprendre quels sont les facteurs limitants, comment on pouvait y répondre, puis avec un peu d'agronomie, de réflexion. Bon, c'est un pari, c'est sûr, mais on espère pouvoir y arriver. Alors c'est vrai que tu es dans le domaine de l'agronomie, donc tu connais bien les différents rouages, les différents filières, et il a fallu obtenir du capital génétique. Oui, alors pour le café, on a le CIRAD avec lequel on a un accord de transfert de matériel génétique pour avoir des variétés. Donc c'est un test variétal. Pour le thé aussi, on a une vingtaine de variétés. Donc on veut un cheptel génétique qui soit assez large pour tester ces variétés et voir laquelle va s'acclimater le mieux dans ce contexte agro et cet agro-écosystème. Alors c'est vrai que tu as choisi un modèle qui est intéressant, sous serre, mais de façon assez particulière. Oui, c'est sous serre non chauffé, en plein sol, avec un modèle de panneau photovoltaïque, parce qu'il faut savoir que les théiers et les cafés sont des plantes d'ombrage. Et les meilleurs thés du monde sont des thés japonais qu'on appelle les gyokuro, qui sont des thés ombrés. Donc ils les mettent à l'ombre volontairement pour essayer d'extraire et de faire en sorte que la plante synthétise le maximum de métabolites, de molécules qui ont des qualités organoleptiques très intéressantes. Bon, et puis c'est vrai que tu as financé parce que les banques, elles n'aiment pas prendre de risques. Alors, c'est vrai. En effet, non, en fait, j'ai surtout financé parce que j'étais incapable de faire un business plan à leur montrer. Parce que quand on avait la colonne produit, il fallait mettre une quantité et je ne sais pas du tout combien je vais pouvoir produire, que ce soit pour le café et le thé aussi. Bon, cela dit, quand je les vois ici, après 3 ans, ils sont super beaux. Ça veut dire que la première récolte, c'est pour combien de temps? Oui, donc les nuits blanches, c'est fini. On a de l'angoisse encore. Il y a quand même quelques problématiques. Mais on va récolter au mois de février, mars, là, la première récolte jusqu'à l'automne pour pouvoir entrer en phase de commercialisation dès cette année. Alors on est hyper excités. Là. Alors, comment tu envisages la commercialisation? Quel modèle économique? Comment tu comptes le proposer? À quel prix? Alors on va avoir plusieurs thés, des thés de printemps, des thés d'automne, donc plusieurs qualités, plusieurs
prix. On voudrait que ce soit au prix compétitif par rapport, par exemple, à des thés japonais. On aura des qualités premium qui vont être un peu plus chères, des qualités à 300 € le kilo, des qualités à 400, 500 € le kilo. On va essayer de faire une gamme large. Et puis en fait, on a fait des analyses sensorielles sur des petites récoltes, toutes petites récoltes l'année dernière. On a fait valider la qualité et donc on est super content, c'est prometteur. Mais là, on va encore redécouvrir cette année puisque c'est un nouveau millésime, donc on va voir ça. Et ce que tu es en train de démontrer là, c'est qu'il faut avoir un caractère de pionnier en agriculture, puisque tu démontres que même des plantes qu'on imaginait ne pas pouvoir faire pousser, on est capable aujourd'hui de pouvoir, et on le voit ici, les faire développer. Et puis, tu es en plein dans une tendance qui est positive. Le modèle aujourd'hui, c'est le local. Oui, tout à fait. Alors, on ne va pas débalancer le thé. Il y a 15 000 tonnes de thé qui arrivent en France, qui sont importées chaque année. Donc nous, si on arrive à faire 1-2 tonnes, tu vois, c'est pas la même échelle. Donc tu as raison. Après, on n'est pas les premiers à mettre des cultures, on va dire, soit d'origine tropicale dans un contexte européen, puisqu'on a des cultures, le kiwi, tiens, dans mes collègues du sud-ouest aussi, on a aussi des cultures comme la mangue, l'avocat qui se développent, et puis si on regarde un peu plus lointaine dans l'histoire, le maïs, la tomate sont quand même des cultures qui sont d'origine lointaine. Jean-Marc, une toute dernière question. Alors on le voit, il y a des premières jeunes feuilles là qui sont en train de pousser, tu vas pouvoir les transformer, les commercialiser. Ton idée, c'est un peu de les commercialiser comme du vin, c'est-à-dire avec du haut de gamme, mais il va encore falloir que tu trouves qu'est-ce qui fait de plus ici ce terroir sur ce thé. Bah écoute, tu as raison. En fait, on veut vendre du thé français, mais on veut qu'il ne soit pas acheté que parce qu'il est français, mais parce qu'il est bon. Donc on fait des analyses sensorielles avec un nouveau panel, avec l'école d'agriculture de Purpan, qui est spécialisée dans l'œnologie et le fromage. Et le thé, on est en train de monter avec eux un panel d'experts pour caractériser de manière organoleptique nos produits finis. On a commencé. Et aussi en couplant ça avec de la chimie pour caractériser les molécules particulières de nos thés. Il s'avère qu'ils sont très particuliers. Un côté iodé, un côté marin, un côté qui est légumes cuits, qui est très caractéristique de notre terroir. Et d'ailleurs, si il y a des restaurateurs, des épiceries, des gens qui sont intéressés, nous, on commence vraiment la commercialisation. Donc, on est vraiment intéressés pour trouver des gens, des partenaires qui puissent nous aider dans le développement de cette nouvelle culture de thé, de café, ici en Occitanie. Bon, Jean-Marc, félicitations parce que tu es un producteur qui a su prendre des risques ici, qui va créer une nouvelle filière qui, j'en suis sûr, va réussir. Félicitations à toi. Ouais, merci beaucoup, Jean-Paul. Tous les thés qui sont récoltés vont passer par une phase de transformation. Les thés blancs, verts et noirs vont sur des clés en bambou pendant quelques heures. Les thés noirs vont être roulés pour accélérer l'oxydation dans une petite étuve afin d'être séchés par la suite. Les thés verts, quant à eux, passent dans un wok pour inhiber l'oxydase à une température d'environ 200 degrés. Le tout avant d'être torréfiés et séchés. Salut Rémi. Salut. Alors toi tu t'occupes des cultures donc avec Jean-Marc et là on parle plus du thé mais du café. Alors c'est vrai que cette semaine il a fait super froid, tu dois être inquiet. Bien sûr, le premier risque pour nous, là, c'est vrai qu'avec des plantes tropicales, c'est le froid. On est sous serre. Moi, derrière, j'ai mis une toile d'hivernage, comme vous pouvez voir. Et tant qu'on ne descend pas en dessous de zéro, les caféiers, ils vont bien. Vous pouvez même voir, ils ont des petites feuilles vertes, des nouvelles feuilles. Non, pour l'instant, ça va. Et on croise les doigts. Dis-moi, c'est quoi le cycle du café ? Comment ça se plante ? Quand ça se récolte ? Qu'est-ce qu'on récolte ? Là, ici, on a plutôt planté au printemps. Derrière, il faut savoir que le caféier, il va commencer à avoir une bonne production, je pense, vers 6e, 7e année. Et ce qui est aussi important de savoir, c'est que notre cerise de café, on appelle ça une cerise, elle va mettre 9 mois avant d'être récoltable. Donc voilà, 2 graines, 2 noyaux par cerise qu'on torréfiera après. Alors c'est vrai que vous êtes de véritables pionniers puisqu'il faut tout inventer, tout tester, tout expérimenter. Qu'est-ce qu'il faut comprendre notamment de l'adaptation de la plante au sol ? Comment on fait ? Il y a la photopériode à prendre en compte ? Le caféier, donc, c'est une plante d'ombrage et pour tout ce qui est début de la floraison et même le fruit va se gonfler, il va avoir besoin donc, d'une photopériode assez particulière. Et au point de vue irrigation, au point de vue conditions de culture, le sol,
les mycorhizes, comment ça se passe? Voilà, alors nous, là, tous les caféiers ont été mycorhizés. On est dans un concept de recherche. Donc voilà, il va falloir qu'on voit comment la mycorhize se comporte sur ces essences. Bon, en tout cas, félicitations parce que vous êtes de véritables pionniers. Merci beaucoup, Rémi. Je vous remercie à vous. Cela s'est passé la semaine dernière, peut-être vous en avez entendu parler. Il s'agit de l'accord qui a été signé entre McCormick et le Loup. Le Loup, c'est l'équipe de rugby de Lyon bien connue. Et vous allez voir, c'est une façon plutôt sympa de mettre en avant non seulement le réseau McCormick, mais aussi les agricultrices. Les 19 et 20 janvier dernier, le groupe Argo a réuni ses concessionnaires des marques McCormick et Landini près de Lyon. L'occasion de dévoiler de nouveaux modèles, dont le nouveau tracteur Rex avec boîte robotisée, mais aussi de dévoiler les axes stratégiques de développement pour l'année 2023. Bon, Jean-Luc, c'est vrai qu'il y a de fortes ambitions pour 2023, lesquelles ? Alors 2023, c'est une année, je dirais, de transition pour nous, puisque c'est une année sur laquelle on met en avant notre réseau, la force de notre réseau, et on se repositionne sur notre gamme produit, une gamme produit qui plaît de plus en plus au niveau de nos clients agriculteurs, et on essaie de créer une vraie dynamique au travers de notre réseau de nos clients, au travers de différentes activités, comme cette année au niveau du rugby avec la Coupe du Monde de rugby et notre partenariat avec le Loup. Et tu offres même des places pour la Coupe du Monde de rugby ? Alors on invite nos clients et une partie de notre réseau sur des différents matchs de la Coupe du Monde de rugby. Il faut juste savoir que maintenant, quand on fait des choses, on le fait au mieux et le plus correctement possible pour donner un impact important au niveau de notre marque qui le mérite. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Cela a aussi été l'occasion de présenter le partenariat signé entre McCormick et le club de rugby de Lyon. Le président du Loup Rugby était d'ailleurs présent. Bonjour Yann. Bonjour. Alors vous êtes le président du Loup, le club de Lyon bien connu de rugby. Alors c'est vrai que le monde agricole pour vous c'était pas forcément familier. On n'est pas des ultra familiers, après on a toujours fait bon ménage parce que on se connaît, on a des valeurs communes et puis c'est vrai que terroir, gastronomie, viticulture, agriculture au sens large a toujours fait bon ménage avec le rugby. Alors bon, là vous êtes partenaire de McCormick, c'est vrai qu'il y a des valeurs communes et puis aussi, peut-être que vous allez le conduire ce tracteur quand même. Bien sûr, j'aimerais, j'ai déjà eu la chance d'essayer un petit peu mais pas en conditions réelles, donc je serais ravi d'aller dans les champs, notamment dans ceux de Jérôme Ray, qui est notre plus bel ambassadeur, qui est à la fois agriculteur et rugbyman, donc il m'a promis qu'il m'emmènerait. En plus, il se trouve que c'est en Savoie, tout près de chez moi, dans mes montagnes, donc je serai très à l'aise. Bon, merci beaucoup Yann et bon match. Merci beaucoup. Effectivement, Jérôme Ray, éleveur en Savoir, pilier du club de Lyon mais aussi sélectionné en équipe de France, est devenu l'ambassadeur de la marque McCormick. 1m80, 113 kg, pilier de l'équipe de rugby et avant tout agriculteur. Oui, tout à fait. J'ai ce statut-là avec les deux professions, donc et pilier au Loup et chef d'entreprise pour une exploitation agricole à l'étang. Sélectionné en équipe de France aussi. Ouais, bien sûr, sélectionné. J'espère y retourner rapidement. On se donne les moyens, mais dans les deux corps de métier aussi, donc voilà. Un élevage assez varié. Ouais, bien sûr, on est en Savoie, donc il fallait faire avec les choses qui marchaient. Le lait, pourtant on est basé pour le lait, mais c'est l'allaitant qui m'a accroché et voilà, une passion. De la vente directe ? Ouais, bien sûr, vente directe, boucher, restauration, donc voilà, pour pas être vulnérable et travailler avec tout le monde. Et comment on gère les deux vies en même temps, justement, concrètement ? À la fois rugbyman et à la fois les vélages par exemple. On fait, parce qu'une fois qu'on est marié, on va dire, faut que ça avance. Donc voilà, après j'étais habitué tout jeune. Dès l'âge de 18 ans, j'ai eu mes deux vies, donc tout doucement on s'est agrandi. Après on se fait aider aussi et on est bien soutenu. Jérôme, ton président m'a dit qu'il fallait que tu l'amènes à bord de ton nouveau tracteur. Volontiers. Déjà, j'espère, si j'ai la chance de le descendre jusqu'au stade, il viendra avec moi. Donc voilà. Bon, il y a un petit tour de tracteur à faire et puis à faire découvrir ta ferme. Bien sûr, il y aura tout pour faire, même la visibilité, voir les animaux, voilà, on me voit sur le terrain, mais c'est bien aussi de venir de l'autre côté. Tu es l'ambassadeur McCormick, c'est-à-dire qu'on va te revoir à différentes étapes, peut-être dans les salons ? Oui, bien sûr, avec Argo France, justement, Jean-Luc, ce qu'on voulait, c'était pas qu'une journée, donc c'était se voir loin, comme on peut dire, se marier le plus longtemps possible. Donc il y a des belles choses à faire et j'ai hâte. Et j'ai vu qu'il y avait des animations autour du rugby, bien sûr. Bon, il y a la Coupe du Monde en bout de ligne aussi. C'est ça, ouais, il y a la Coupe du Monde aussi, en espérant y participer. Mais voilà, avec Jean-Luc, on veut cette complicité, on veut ramener du monde, donc il y a tout pour faire. Merci beaucoup, Jérôme. Merci, bonne journée. À bientôt.
Les concessionnaires ont pu aussi assister le 20 janvier au match opposant le Loup Rugby aux Bulls d'Afrique du Sud. Un match rude, mais les Lyonnais ont pris le dessus. Alors on se retrouve ici en plein cœur du stade Gerland à Lyon et on a d'un côté le Loup face à l'équipe sud-africaine des Bulls. Alors Jean-Luc, ça passe bien ? Ça se passe très très bien au niveau du match de rugby puisqu'on gagne pour l'instant contre l'équipe des Bulls et on est avec tout notre réseau de concessionnaires, on met en avant la cohésion d'équipe au travers des valeurs du rugby. Alors c'est vrai qu'au-delà de l'équipe masculine, tu as souhaité supporter l'équipe féminine. Oui, on a vu en fait au niveau des valeurs que l'équipe féminine mettait en avant, de pouvoir faire un parallèle en fait sur la partie du dépassement de soi des agricultrices et ce parallèle-là on arrive à très bien le faire aujourd'hui. En tout cas, félicitations. Merci à toi Jean-Paul. McCormick a donc choisi de s'inscrire dans la dynamique du rugby, ce qui est certainement un bon choix vu que la Coupe du Monde se déroulera en France cette année, mais aussi compte tenu des valeurs communes portées à la fois par ce sport et le monde agricole. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur l'exploitation de Jean-Marc Sanchez, vous pouvez le retrouver dans le cadre de notre émission spéciale le 31 janvier à 10h en direct. Il s'agit de 9e rencontre du biocontrôle, donc à l'initiative d'IBMA. Je vous souhaite une excellente semaine.